Elle est réputée infranchissable. 3000 km de barbelés électrifiés forment la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Au nord, les barbelés se perdent dans les montagnes du Cachemire. C'est là que nous avons pu approcher cette frontière sous haute sécurité. Les hommes que nous allons rencontrer ont des destins particuliers. Ils ont vécu des deux côtés de la frontière, à la fois en Inde et au Pakistan. Vous voyez là-bas, toute la rangée de montagnes, au-delà, c'est le Pakistan. À l'époque, les insurgés m'ont emmené avec eux. Après 2 jours de marche dans la forêt, on a atteint la frontière. Des Pakistanais nous attendaient de l'autre côté. Maintenant, je suis de retour, mais j'ai vécu 17 ans là-bas. Lorsqu'à 22 ans, il emprunte cette route en secret, Liaquat Shah fait partie de ces milliers de jeunes Cachemiris qui, dans les années 90, se révoltent contre ce qu'ils appellent l'occupation indienne. On estime que 50 000 Cachemiris traversent la frontière sur une décennie. Car de l'autre côté, sur son territoire, le Pakistan a ouvert des camps d'entraînement. Liaquat Shah est embrigadé. On lui apprend la haine de l'Inde. On va faire de lui un véritable moudjahidine, un combattant d'Allah. C'était un vrai lavage de cerveau. Il nous disait, c'est la guerre. Si vous ne prenez pas les armes contre l'Inde, on vous tuera. Certains meurent au combat. Les plus chanceux, comme Liaquat, vont refaire leur vie au Pakistan après la fin de la guérilla. Ils pensaient ne jamais revoir leur village du côté indien, et pourtant... Ça, c'est ma fille. Elle est revenue du Pakistan avec moi. Car en 2010, le gouvernement indien lance un programme de réconciliation. À l'époque, c'est un geste d'apaisement vis-à-vis du Pakistan. Les moudjahidines, qui n'ont officiellement pas commis de crime, sont autorisés à rentrer en Inde. Mais pour Liaquat et bien d'autres, l'espoir est de courte durée. À peine débarqué, il est arrêté et interrogé pendant 2 mois. Ils m'ont torturé en utilisant du courant électrique. Aujourd'hui, j'ai encore des cicatrices sur mon crâne. Ils m'ont passé un bâton dans le dos, entre les épaules, et puis ils m'ont frappé. Je n'avais plus de peau sur la nuque. Pourquoi ont-ils fait cela? Pour que je dise que j'étais un terroriste et que j'étais venu en Inde pour commettre un attentat. Pourtant, je leur disais, ce n'est pas vrai. Je suis venu avec ma femme et ma fille. Les terroristes n'emmènent pas leurs enfants avec eux. Je leur disais que je venais pour la politique d'amnistie, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils t'ont arrêté le 19 mars, mais sur le procès-verbal, ils ont écrit que c'était le 21. Oui, comme ça, ils ont pu me garder plus longtemps. Et ils ont aussi écrit qu'ils m'ont arrêté dans une mosquée à New Delhi. Quelle bande de menteurs! Les autorités indiennes ont reconnu une erreur dans le traitement infligé à Liaquat. Une erreur qui en dit long sur la méfiance de New Delhi à l'égard de ses repentis. Liaquat, sa femme et sa fille n'ont jamais reçu de papier d'identité. Ils se sentent harcelés. La police nous appelle en pleine nuit pour nous dire qu'on doit aller le lendemain au poste de police. Puis le lendemain, il faut aller à Srinagar ou même à Delhi. Toute notre vie, on la passe dans les postes de police. Parce qu'un des leurs a combattu contre l'Inde, c'est toute la famille qui en paye le prix fort. Les moudjahidines et leurs proches sont assignés à résidence. Ils se retrouvent en prison dans leur propre pays. La politique d'amnistie aurait pu faire croire à une véritable réconciliation, mais la réalité est tout autre. Les 400 anciens combattants rentrés depuis 2010 restent des suspects, des ennemis de l'intérieur à tout jamais. Leur passé trouble prend racine ici, au Pakistan. En secret, nous arrivons à Muzaffarabad. C'est là que se trouvaient les camps d'entraînement des djihadistes. La région est aujourd'hui fermée, interdite aux étrangers. Les anciens combattants de la liberté, comme on les appelle ici, vivent sous le contrôle des puissants services secrets. Officiellement, le Pakistan nie avoir entraîné des hommes à combattre l'Inde. Leurs témoignages ne doivent pas être entendus. L'un d'entre eux, pourtant, a accepté de nous parler. Et il n'a pas enterré l'âge de guerre.
Moi aussi, j'aimerais bien retourner en Inde, mais je ne reviendrai qu'en tant que combattant de la liberté. Pour me battre pour le futur du Cachemire, pour les prochaines générations. Si j'en ai l'occasion, je reviendrai en djihadiste. Je ne vais pas repasser la frontière et me rendre comme ça à l'armée indienne. Je ne lui fais pas confiance. La grande majorité des anciens moudjahidines est restée au Pakistan. En récompense de leur service, ils ont droit à une pension du gouvernement. Shaukat Maqbool, lui, a combattu 5 ans contre l'Inde. Et même s'il a parfois le mal du pays, il compte rester au Pakistan. J'aime ma terre natale, l'endroit où je suis né. C'est un amour qui est ancré en nous. Naturellement, lorsque vos parents, vos sœurs, vos frères sont là-bas, bien sûr vous avez envie de revenir. Mais en même temps, je suis heureux au Pakistan. J'ai refait ma vie de ce côté du Cachemire. J'ai ma petite entreprise et une vie agréable. Shaukat appelle régulièrement ses frères d'armes rentrés en Inde car eux ne sont pas autorisés à le faire. Des deux côtés de la frontière, nous avons filmé une de ces conversations. Bonjour, comment vas-tu? Comment va ta famille? Ça va, ça va. Ici, ça va aussi. Mais derrière les sourires de façade, les nouvelles de l'Inde ne sont pas bonnes. Dis bien à tous nos amis au Pakistan qu'il ne faut pas qu'ils rentrent ici. Peut-être un jour viendra, si Dieu le veut, mais pas aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec toi. Ceux qui décident de rentrer aujourd'hui sont bêtes. La vie au Pakistan est meilleure, plus facile. On n'a pas de problème ici. Oui, tu te rappelles comme mon commerce marchait bien? Ah, je me rappelle. Ici, je dois tout recommencer à zéro. Ok, à bientôt. Ehsan a profité du programme de réconciliation pour faire son retour en Inde il y a 1 an et demi. Il a refait sa vie et trouvé un travail dans un magasin de chaussures. Oh, regarde comme elles sont jolies. Son passé guerrier, il ne veut plus en parler. Donc vous avez été entraîné dans des camps? Dans les camps? Non, pas moi. Mais il y avait plein de gens dans ces camps. Oui, les autres. Pas moi. Moi, je faisais partie de la branche politique. Mon rôle était plutôt d'organiser des manifestations contre l'ennemi. C'est la version officielle. Ehsan est aujourd'hui à la tête de l'association des séparatistes repentis et il a bien compris qu'il fallait jouer la carte de l'apaisement. Tant qu'on avait besoin de moi, j'étais disponible. Mais maintenant, le monde entier, même l'Inde et le Pakistan, disent qu'ils veulent résoudre le problème du Cachemire par le dialogue. Les discussions ont commencé et moi je fais partie de ce processus de paix. En réalité, le dialogue Inde-Pakistan initié en 2003 est au point mort. Ce que découvrent les moudjahidines lorsqu'ils reviennent, c'est que leur Cachemire est devenu l'une des régions les plus militarisées du monde. Des villes quadrillées de barrages, des couvre-feux réguliers. Dans ce contexte, Ehsan et son équipe ne se battent plus aujourd'hui pour l'indépendance du Cachemire, mais pour des droits élémentaires, ceux accordés à tous les autres citoyens indiens. Accès à l'hôpital, à l'école, papier d'identité, liberté de circuler, tout ce qu'on leur refuse aujourd'hui. On a envoyé nos revendications au ministre en chef il y a 1 an environ. On n'a toujours pas de réponse. J'aurais aimé qu'ils nous disent dès le départ qu'ils ne respecteraient pas leurs promesses, qu'on ne serait pas libre ici, pas du tout. Tous les jours, on se sent insulté. Peut-être qu'ils ont juste annoncé ce programme pour se faire bien voir du monde entier. Pour en avoir le cœur net, Ehsan et d'autres vétérans se rendent au gouvernement régional. Des anciens rebelles dans l'enceinte de ce pouvoir qu'ils ont combattu. Ils veulent rencontrer le représentant de l'Inde au Cachemire, le ministre en chef de l'État. Très vite, ils comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils peuvent venir avec nous? Non, il faut qu'ils attendent dehors. Nous allons nous charger de transmettre leurs revendications au ministre en chef. Oui, j'ai lu cela. Pourtant, le programme de réconciliation, c'était l'idée de ce jeune politicien. Un moyen de prouver que la région était enfin sur le chemin de la paix.
S'il vous plaît, essayez de comprendre. Ces types ne peuvent pas claquer des doigts et espérer que tout aille bien immédiatement. Ils ont quitté le territoire illégalement pour aller dans les camps d'entraînement, puis ils sont revenus. Nous, on essaie de faciliter leur retour, mais ils doivent comprendre que tout ne va pas être simple. Ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'on leur déroule le tapis rouge dès qu'ils arrivent. Il y aura des problèmes et des incertitudes, mais ils ont une chance de revenir et ils devraient la prendre. Pour Ehsan et ses amis, c'est la fin des illusions. Le ministre en chef se vante toujours en public d'avoir réinstallé des centaines de familles de Moudjahidines. Je ne suis pas allé le voir pour me battre avec lui. Je voulais juste lui rappeler ses promesses. Mais vous avez vu, il n'a même pas daigné nous recevoir. Preuve de l'échec du programme, certains écœurés ont même fini par repartir au Pakistan. Au Cachemire, la rancœur contre l'Inde ne tarit pas. À la frontière, ces derniers mois, de nouveaux insurgés ont lancé des attaques spectaculaires contre les soldats indiens. Au Pakistan, certains camps d'entraînement sont toujours en fonctionnement. La guerre au Cachemire est loin d'être terminée. Avec le départ des troupes étrangères d'Afghanistan en 2014, on craint même que le Pakistan, dont les troupes sont massées aujourd'hui à la frontière afghane, se concentre à nouveau sur son ennemi de toujours, l'Inde. D'autres enfants du Cachemire pourraient alors reprendre la route des montagnes.